Alors bienvenue dans cette vidéo sur le syndrome du jumeau perdu. Je m'appelle Marion, alias Mamoun Spirit, et donc je suis jumelle née seule. J'ai découvert ça il y a quelques années, et j'ai également 2 enfants qui souffrent aussi du syndrome. Je suis doula et médium, donc je communique aussi avec l'invisible, notamment avec du coup les jumeaux, mais pas que. Et du coup, je suis ravie aujourd'hui de pouvoir faire cette vidéo accompagnée de Marie qui va aussi se présenter à son tour. Ce que j'aimerais aussi dire dans la présentation, j'ai 37 ans. J'ai 37 ans, voilà, je suis mariée à un Thomas. On a 2 enfants, voilà, je l'ai déjà dit. Qu'est-ce que j'aurais pas dit d'autre? Je suis passionnée par ce sujet de la maternité au sens large, au sens aussi de la famille, passionnée par justement la place de la famille, la place de chacun, à être à sa bonne place, parce que j'ai souvent eu des difficultés à être à ma place, et du coup, ça me tient à cœur d'aider et de repositionner les familles pour que chacun ait sa place, sa juste place, puisque nous avons tous et toutes une place dédiée, une place importante, et nous sommes tous et toutes importantes. Voilà un petit peu pour ce que je pourrais dire sur ma présentation. Voilà, bonjour à vous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et merci à toi, Marion, de me laisser cette place de parole pour partager sur le sujet de la gémellité. Alors, je m'appelle Marie Harim. J'ai 38 années et il y a quelques semaines, au mois de juin, le 9 juin, j'ai découvert être une jumelle née seule. Voilà, je suis partie dans un magnifique rêve éveillé où j'ai eu l'immense chance de revivre mes mémoires intra-utérines. Et là, immense surprise, j'ai retrouvé un frère jumeau. Et voilà, ça a été assez un grand choc pour moi d'apprendre cela à l'âge adulte, puisque voilà, j'ai cherché ce jumeau tout au long de ma vie et donc suite à cette découverte, j'ai fait des recherches et j'ai découvert que quelques thérapeutes parlent déjà du syndrome du jumeau perdu qui commence à être reconnu. Voilà, et donc j'ai accepté de parler avec toi aujourd'hui, Marion, pour qu'on puisse partager ce sujet qui mérite d'être mis en lumière aujourd'hui. Voilà. Et ensuite, dans la vie, j'exerce le métier de l'orthophonie. Donc, j'accompagne des enfants d'âge scolaire, maternel et primaire. Et puis, je suis passionnée de randonnée. Donc, je vis dans un très bel endroit près d'une forêt enchantée. Et, et voilà. Je crois que j'ai fait le tour pour me présenter. Et, et donc, bien avec toi, Marion, on va un petit peu aborder pourquoi on a l'élan de réaliser cette vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, un jour particulier. Nous sommes le 22 septembre, double 2 dans la date. Voilà. Donc, je te laisse la parole, Marion. Tout à fait. Et merci, parce que c'est déjà ce que je voulais souligner, que c'est une idée du coup de Marie qui m'a proposé de faire cette vidéo, et c'est vrai que ça a mis mon cœur en joie parce que j'en ai déjà beaucoup parlé, mais en duo, je trouve que ça apporte, ça répond en fait à la gémellité, de faire vraiment ensemble. En plus, on a des prénoms qui sont proches, Marie, Marion. On s'est rencontrés justement, on a connecté bien sûr sur ce que c'était le jumeau perdu. Donc et puis on a toutes les deux, que ce soit dans notre parcours personnel ou professionnel, c'est vraiment hyper complémentaire, je trouve. Et il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir vous apporter, vous éclairer. En tout cas, l'intention qu'on a nous, c'est de parler avec notre cœur, que vous ressentez justement cette connexion qu'on peut avoir à ce sujet vraiment qui nous parle et qui fait partie de nous, hein, vraiment, puisque c'est vraiment en nous.
Et puis, si on peut vous aider, vous aiguiller, des fois, voilà, de se reconnaître, si vous pouvez vous reconnaître vous ou vos enfants aussi, bien sûr, parce que cette vidéo s'adresse à la fois à des adultes, mais aussi aux parents qui pourraient reconnaître du coup les signes, les symptômes que l'on va vous détailler. Donc c'est vraiment dans cette intention d'aller ouvrir et d'aller aussi faire connaître ce sujet, parce que je pense que comme toi, Marie, avant de découvrir le sujet, en fait, j'ai été voir plusieurs personnes et c'est vrai que jamais on m'a parlé du sujet. Toi, tu disais que tu as pris conscience lors d'un rêve éveillé. Et c'est vrai que moi, pour ma part, c'est aussi toute seule en fait que j'en ai pris conscience à travers, comme je m'intéressais à la maternité, que je me suis formée en tant que doula, c'est là dans mes études de doula que j'ai découvert que ça existait. Donc après, tout de suite, ça m'a passionnée. Donc j'ai voulu en savoir plus, et j'ai lu des livres, etc. Et c'est là où je me suis rendu compte que enfin voilà, après ça a été une évidence que et puis dès que j'ai listé les signes qu'on va voir après ensemble, je me suis dit ça y est, ça me donne des explications. Et du coup, cette intention de cette vidéo, c'est vraiment ça aussi, c'est d'ouvrir sur le sujet. Et Oui, toi, Marie, qu'est-ce que tu veux compléter du coup par rapport à ça? oui, Marion. Alors l'intention de cœur est partagée, hein, c'est pour ça que nous sommes reliés aujourd'hui. Ma première intention, c'est d'éveiller les consciences à ce sujet pour que les êtres qui regardent cette vidéo puissent se reconnaître et savoir que ce syndrome du jumeau perdu existe, qu'il soit enfin parlé, identifié, reconnu. Et donc, c'est pour cela que nous allons vous partager les signes, symptômes et particularités que l'on porte quand on vient au monde seul, puisque être porteur du jumeau perdu, de l'autre côté du miroir, c'est être un jumeau ou une jumelle née seule. Et l'intention de partager, puisque j'ai donc choisi un métier de thérapie dans le champ de l'orthophonie et ça ne fait pas partie des sujets qui sont abordés dans la formation initiale. Et donc, ce sujet mérite d'être mis en lumière puisque dans les thérapies conventionnelles, que ce soit l'orthophonie, la psychologie ou la médecine, c'est un sujet qui n'est pas du tout connu. Et pour cause, voilà, dans le corps médical, la première échographie se réalise à peu près au 3e mois. Donc, les premières semaines de la vie intra-utérine, voilà, il n'y a pas toujours de signes ou de preuves de cette gémellité. Et nous sommes assez nombreux à porter ce syndrome du jumeau perdu aujourd'hui. Donc voilà, l'intention, c'est de diffuser l'information, déjà de savoir que ça existe et que les êtres qui portent certains signes, symptômes ou particularités puissent se reconnaître, se poser la question et avancer sur un chemin de guérison. Et voilà, j'avoue que j'ai aussi beaucoup consulté, réalisé des thérapies diverses et variées, et aucun thérapeute ne m'a mis sur cette voie-là. Et je sais que cela aurait changé ma vie d'être accompagnée sur ce, Plutôt quoi. d'être reconnue en fait. Donc notre intention, c'est que ce sujet soit reconnu, vu, mis en lumière et de partager à partir de notre propre expérience, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Voilà. Ouais, Voilà, Marion. super. Et j'ai une petite anecdote avant qu'on continue la vidéo. Alors c'est la première fois que j'accepte de réaliser une vidéo où on me voit, donc je suis un petit peu dans l'entre-deux, parce que jusqu'à présent, je réalisais des vidéos, mais sous forme d'audio, on ne voyait pas mon visage. Et donc, je vis un peu là, en même temps que je vous parle, un processus de guérison qui est de passer du monde invisible à me rendre visible. Et c'est très en lien avec ce syndrome du jumeau perdu où on est souvent un pied sur la terre et puis l'autre côté dans la bulle de lumière. Donc c'est un grand challenge pour moi aujourd'hui
Et il m'est arrivé quelque chose d'assez drôle. Je me suis reliée là-haut et j'ai demandé de recevoir un signe si c'était prêt pour moi de parler des jumeaux. Et juste après, mon téléphone a sonné. Donc c'est un numéro inconnu qui appelait. J'ai répondu. Et donc l'être qui téléphonait s'est présenté. Il m'a dit bonjour, je m'appelle Thomas et je vous contacte pour que vous puissiez prendre un rendez-vous pour améliorer la connexion Internet et poser la fibre. Et donc, j'ai reçu le prénom Thomas comme un signe positif pour aujourd'hui, puisque je me suis intéressée aux prénoms qui sont en lien avec la gémellité, et Thomas signifie jumeau en hébreu. Donc c'est voilà un petit clin d'œil, une petite synchronicité, mais qui m'a mis en confiance pour réaliser cette vidéo. Et donc je vais vous donner deux prénoms, Thomas au masculin et puis Marion au féminin. Dans Marion, on retrouve le on. Donc petit indice, si vous portez un prénom qui contient le on, ce peut être un indice de gémellité. Voilà. Et voilà ce que je vais partager. Et dans l'autre sens, et du coup, moi, il y a les deux indices, parce que je m'appelle Marion et mon mari s'appelle Thomas. Et pareil, si on est avec quelqu'un qui s'appelle Thomas ou avec quelqu'un qui s'appelle Marion, ou si nos enfants, ça, voilà. Et il y a d'autres prénoms comme ça, mais c'est vrai que ces deux-là sont assez drôles. Ouais. Voilà, très en lien avec les jumeaux. Donc, on va continuer sur notre lancée de vous parler de ce sujet. Et puis, on va revenir à la vie intra-utérine. Et donc Marion, est-ce que tu pourrais nous partager les signes et symptômes d'une perte gémellaire durant la grossesse? Voilà, pour que les mamans qui regardent cette vidéo puissent peut-être se reconnaître, se poser la question. Ouais, et c'est très intéressant parce que alors bien sûr, il y a les signes qui sont parfois très visibles, c'est-à-dire que parfois on peut avoir des pertes de sang et puis du coup, on va faire une échographie et puis même une échographie précoce parce que en effet, la première échographie obligatoire est aux alentours du 3e mois, mais c'est vrai que dans certains parcours, maintenant, il y a quand même de plus en plus de parcours de PMA ou de parcours où on va faire des échographies plus précoces et même dans les échographies précoces, on ne détecte pas toujours cette gémellité. Et donc, quand on a beaucoup de saignements, c'est vrai que du coup, souvent, on va faire une échographie et puis là, on va à l'échographie et le médecin nous dit, ou la sage-femme, ah bah non, il n'y a pas de problème, le bébé est toujours là. Et parce qu'en fait, ce que les médecins ne savent pas toujours, c'est que du coup, ça correspondait à un jumeau et même parfois, et dans les livres, ils en parlent, parfois les médecins sont au courant, voient cette deuxième poche comme un œuf clair et se disent on va pas perturber la maman, il y en a un qui est encore vivant. Donc même les médecins ou les sages-femmes, les gynécos, quand il y a eu des interviews, ils en voient régulièrement et ils sont pas formés, ils comprennent pas que ça a un impact important. Donc même des gynécos ou des médecins qui ont l'habitude de voir des échographies, souvent ils passent sous silence, ils se disent bon, il y en a un qui est encore vivant, donc pas de souci. Donc ça peut être des saignements, mais les saignements sont vraiment pas obligatoires. Ça peut être des simples crampes, c'est-à-dire des maux de ventre. Moi, j'en ai eu justement pour la grossesse de mon fils. J'ai eu des maux de ventre et puis j'ai eu cette intuition en fait. Je dirais que c'était surtout l'intuition qu'il y avait quelque chose. Et pas de saignement du tout. Et du coup, j'ai été faire une échographie et là, on m'a dit, mais non, tout va bien. Alors que moi, je sentais qu'il y avait quelque chose. Donc, je dirais que le signe numéro 1, c'est quand même cette intuition, cette impression qu'il y a quelque chose. Il peut y avoir aussi l'intuition on se dit j'attends un petit garçon ou j'attends une petite fille et puis lors de l'échographie si on découvre le sexe on s'aperçoit que finalement notre intuition on se dit non finalement j'avais tort, j'attends un petit garçon alors que je pensais attendre une fille. Ça peut être aussi un signe parce que du coup on a perçu qu'il y avait une autre énergie dans le cas des énergies comme c'est mon cas et comme c'est le cas de Marie en fait avec un garçon et une fille et du coup on sent en fait cette double énergie. Donc ça aussi, ça peut être un signe. Il peut y avoir aussi après, plus à l'accouchement,
un signe au niveau du placenta. C'est-à-dire que dans certains placentas, on a retrouvé des traces, soit d'un autre embryon qui est comme ça imbriqué dans le placenta, ou soit d'un autre petit bout de placenta en fait qui s'est pas bien développé. Et ça, c'est pareil, les placentas. Alors moi, je sais que je suis sensibilisée à ça parce que je suis doula, mais pour mon premier accouchement, c'était pas le cas et je l'ai même pas vu. Donc en fait, souvent on ne le voit pas et donc on sait même pas finalement. Et pareil, les sages-femmes ou le personnel médical nous disent pas forcément en fait quand ils détectent quelque chose, quoi. Ils le passent sous silence et du coup, c'est vrai qu'on passe ces infos-là, on les a pas forcément. Donc je dirais que les signes vraiment dans une grossesse, c'est plutôt cette intuition peut-être à un moment donné ou cette intuition aussi parfois d'avoir eu l'impression d'être en attente de jumeaux. On peut aussi avoir directement cette intuition que ou même les personnes dans la rue en fait qui nous disent comme ça ton ventre est gros, tu n'attendrais pas des jumeaux. Enfin, ça peut aussi venir de l'extérieur où on peut aussi avoir des signes, voir beaucoup de choses de jumeaux et puis on se demande pourquoi. Donc tout ça pour dire que c'est vraiment pas des signes. Alors quand il y a des saignements, ça c'est plus facile en fait à détecter, mais souvent c'est quand même des signes qui sont plutôt maigres et plutôt minces, en tout cas au niveau de la grossesse. Oui, et qui sont très peu reconnus par le corps médical, donc d'où l'importance d'écouter sa propre intuition. Et en complémentarité, je vais ajouter, il y a aussi le signe parfois de penser à deux prénoms. Ouais. Voilà, donc là je fais référence à ma propre histoire personnelle où les parents perçoivent l'arrivée de deux âmes différenciées. Donc il y a un prénom de fille qui est choisi et de garçon. Et puis après après dans la suite des échographies est confirmé qu'il y a un seul être dans le ventre maternel. Mais voilà, parfois si vous avez pressenti plusieurs prénoms, vous pouvez revenir à votre ressenti. Oui, qu'il y avait au départ de votre grossesse deux Voire deux plus, exact. âmes en présence, voilà, dans le ventre maternel. Voilà, donc. Et ça me fait penser, c'est très juste que tu abordes les prénoms. Il y a aussi donc cette pensée de prénom. Et si aussi on choisit un prénom mixte, ça peut être ça aussi. Si on choisit un prénom mixte ou un prénom composé. Voilà. Composé comme si on vient composer pour qu'il y ait deux prénoms, deux ou trois prénoms. Il y a même des prénoms qui sont multiples, comme si on venait marquer qu'en fait il n'est pas tout seul, quoi. Voilà, les prénoms composés avec le trait d'union, oui, c'est aussi un indice de cette gémellité, en effet. Voilà. Alors ensuite, après cette période de vie intra-utérine, vient au monde le jumeau ou la jumelle qui vient au monde seule et qui va garder une partie de la mémoire de cette histoire. Hein. Cette mémoire va être nous la gardons, c'est mémorisé dans nos cellules, dans notre système émotionnel et corporel. Et donc là, Marion, je te laisse la parole pour nous partager quels sont les symptômes du syndrome du jumeau perdu chez le bébé. Ouais, et il y a vraiment deux cas très différents et très extrêmes. Et du coup, il y a mon cas personnellement, c'est-à-dire soit on a un bébé en présence d'un bébé qui est extrêmement calme, qui ne pleure quasiment jamais et qui veut tout le temps dormir. Donc moi, c'était mon cas. Tout le temps dormir, pourquoi? Parce que j'étais tout le temps là-haut, en fait. J'étais tout le temps avec mon frère, j'étais tout le temps partie et du coup, j'avais pas envie d'être là. Quelque part, j'avais pas envie d'être là, donc du coup, hop, je m'échappais là-haut. Soit on est plutôt à l'inverse, et ça c'était mon cas de mon fils, un bébé qui à l'inverse pleure énormément et a des grosses difficultés. Et ça, je dirais que c'est le cas le plus fréquent. Moi, mon cas est un peu plus rare quand même. Le cas le plus fréquent, ce qu'on retrouve le plus, c'est des bébés qui pleurent énormément, qui ont des grosses difficultés de sommeil, des difficultés à dormir seuls et qui du coup dorment en cododo, c'est-à-dire dorment avec l'un ou les deux parents, ont ce besoin rapproché de fusion et ce besoin extrême de dormir en étant en contact. Que si dès qu'ils sont plus en contact, dès qu'ils se sentent plus
collés, dès qu'ils se sentent plus en fusion, bah là c'est le drame, là c'est la catastrophe. Et puis dans les pleurs en fait qu'ils peuvent avoir, c'est surtout aussi au moment du coucher et au moment du soir, parce que le soir, le lien avec l'invisible, c'est là où le lien est le plus fin. Donc c'est aussi ce rappel d'angoisse de l'autre n'est pas là, et ces pleurs de mais où est l'autre. Et c'est vraiment, je veux dire, les deux caractéristiques principales vraiment chez le tout petit, et qui après s'accentue chez l'angoisse de séparation qu'on peut retrouver entre 9 et 10 mois, ou si on doit justement déposer notre enfant chez une assistante maternelle, dans une crèche, etc., et de se dire pourquoi lui c'est beaucoup plus compliqué qu'un autre bébé. Et donc il y a les assistantes maternelles qui ne connaissent pas le sujet et qui vont reprocher vous êtes trop en fusion avec votre enfant, vous ne l'avez pas habitué, etc. Enfin, beaucoup de culpabilité vis-à-vis des parents, alors qu'en fait c'est pas du tout ça, quoi. Oui, et pour traduire ce que peut vivre et ressentir un bébé qui est pas encore en capacité d'exprimer avec du langage parlé, verbalisé, voilà, ça va être des pleurs de détresse, et parce qu'en fait, le fait de se retrouver seul pour chaque séparation va réactiver des angoisses de mort, puisque dans la vie intra-utérine, quand l'autre jumeau s'en va, comme l'âme repart au ciel, c'est une mort embryonnaire qui se déroule dans le ventre maternel. Donc toutes les séparations vont réactiver fortes angoisses, et c'est une symptomatique qu'on va retrouver à tous les âges, au moins voilà. Exactement. Donc voilà. Et du coup, pour basculer, donc là, on va avancer un petit peu. Marie, du coup, toi, chez l'enfant, du coup, qui rentre à la maternelle, les petits, là, de 3 à 5 ans, qu'est-ce que tu retrouves comme signe particulier chez ces enfants-là? Alors, je vais d'abord vous partager comment j'étais enfant, quels étaient les signes et symptômes, et ensuite vous parler des signes et symptômes que j'observe chez les enfants accueillis en orthophonie. Donc pour ma part, à l'âge maternel, j'exprimais de manière verbale que ma mère, un jour, je disais que ma mère était enceinte et que elle attendait, et que un grand frère allait arriver. Donc une partie de moi avait mémorisé la présence de ce jumeau, et donc j'attendais C'est fou. le retour de ce grand frère. Donc c'était très verbalisé puisque j'ai parlé très tôt, et donc j'étais dans une quête de chercher ce frère jumeau, voilà, un petit peu partout. Et si on avait écouté ma parole, voilà, à l'école maternelle, c'était assez facile d'identifier Ouais. un grand frère, de comprendre, voilà. Ça me fait vraiment rire parce qu'en fait, alors moi c'était pas mon cas, ou en tout cas je m'en souviens pas. Et par contre mon fils, c'était ça, c'était qu'est-ce que tu veux, je veux une grande sœur. Et donc c'est exactement ça. Et lui c'est une sœur. Et c'est vrai que c'est. Alors moi du coup maintenant que j'étais sensibilisée, j'ai tout de suite fait le lien, etc. Mais son papa qui est pas du tout ouvert à ce sujet-là, c'est vrai qu'il comprenait pas trop. Et il lui disait mais c'est pas possible en fait. Alors que l'enfant le verbalise très bien, quoi. Voilà, donc chez les tout petits, ça peut être verbalisé. Et puis, dès la maternelle, je savais, enfin, j'étais déjà passionnée par le sujet de la gémellité. Je visualisais très bien ce que sont les jumeaux. Voilà, c'était déjà présent dans mes pensées. Ensuite, j'étais dans des relations très très fusionnelles, donc je demandais beaucoup d'attention. Ça passe par une hyperfluence dans le langage verbal, mais aussi une forme d'hyperactivité. Et je demandais une attention, une présence de l'adulte constante. Donc toujours hyper éveillée, hyper active, bien sûr des troubles du sommeil. Voilà, je ne voulais pas aller dormir, et je pense que quand dans le ventre maternel on a senti ce jumeau partir, ça peut donner
un comportement petit d'hyperactivité où j'ai besoin de tout le temps bouger pour bien sentir que je suis dans la vie. Voilà. Et, et donc ensuite, je vais aborder les signes chez les enfants accueillis en orthophonie. Voilà, avec beaucoup de précaution et de douceur. Ces signes-là sont présents chez les enfants porteurs du syndrome du jumeau perdu, mais il peut aussi y avoir ces signes et symptômes pour d'autres problématiques psychologiques à explorer. Donc c'est juste un indice, mais pas une preuve absolue. Bien sûr. Dans tout ce qu'on va dire, c'est important que vous preniez ce qui résonne pour vous, mais c'est juste des pistes pour vous amener sur ce sujet de la gémellité. Alors, chez les tout petits d'âge maternel, je remarque la présence de doudous ou de très nombreux doudous. Voilà, donc la nécessité d'être entouré de doudous, et parfois un doudou va représenter le jumeau. Donc les enfants vont créer une relation particulière avec ce doudou, comme si il y avait un autre être à leur côté. Donc le doudou, dans les séances d'orthophonie, va être installé avec nous autour de la table pour jouer. Et puis ce doudou, ensuite dans la vie quotidienne pour les parents, leur enfant va demander par exemple pour les repas, de donner à manger au doudou. Dans la voiture, le doudou est présent et il faut aussi mettre la ceinture au doudou. Enfin, voilà, le doudou va prendre une place comme s'il y avait un être, un frère ou une sœur aux côtés de l'enfant. Ou bien l'enfant va parler à un ami imaginaire. Et ça, c'est quelque chose qui inquiète très souvent les parents. Ils osent pas trop en Pas parler. trop le dire. Voilà, pas trop le dire. Et en fait, si l'ami imaginaire, c'est l'enfant qui garde ce lien, cette connexion avec le monde céleste et qui ressent la présence, ce peut être le ressenti de la présence du jumeau, et il garde ce lien dans le verbal, et cet ami imaginaire peut prendre beaucoup de place et ça peut être très interrogateur, incompris par les parents. Voilà. Donc ça, c'est un autre signe. Alors ensuite, bien sûr, tout ce qui va amener la séparation met l'enfant en reviviscence. Donc ça va être des enfants qui ont des relations très fusionnelles avec leurs parents, surtout avec la mère, et pour se séparer, par exemple pour l'entrée à l'école maternelle, ça peut être très compliqué. Et aussi tous les temps de transition pour dire au revoir, ce sont des enfants qui peuvent être bien posés, bien calmes. Par exemple, en séance d'orthophonie, quand il faut dire au revoir, c'est le drame, peut être un effondrement et ils ont pas envie de partir et ça les met dans des états émotionnels très forts. Voilà. Ouais, moi j'ai quelques petites par rapport à tout ce que tu dis, c'est vrai que ça résonne beaucoup aussi avec surtout avec mon fils. Et toi, tu peux partager avec ton fils. Voilà. Avec mon fils, certaines choses, donc le manque d'autonomie. Il veut toujours qu'on l'aide pour faire les choses, en fait, alors qu'il sait très bien faire. Il y a plein de choses qu'il sait faire tout seul. Et il y a comme ce besoin d'être rassuré, d'être mis en confiance. Et tout ce qui est nouveauté, il a besoin qu'on lui explique à l'avance. En fait, ce qui va se passer, c'est le côté surprise. Alors maintenant, ça va beaucoup mieux, mais il y a eu cette phase où le côté surprise pouvait le déstabiliser et faire quelque chose. Alors l'angoisse de séparation aussi. Et ce que je voulais aussi dire par rapport à moi, c'est que moi justement j'ai un lien très très compliqué avec ma mère et du coup cette angoisse de séparation, ce n'était pas avec mes parents, mais c'était avec mes copines ou avec mes amis. Enfin, c'était dans un autre contexte. Donc c'est possible aussi que ce soit pas forcément avec les parents. Si avec les parents, du coup, et là ça complique encore la chose parce que pour trouver les signes, quand il n'y a pas cette fusion, moi j'ai pas eu de fusion avec ma mère et du coup cette fusion là, je la recherchais à l'extérieur, mais personne me la donnait. Donc c'était aussi extrêmement difficile, alors que là quelque part je vois la différence avec mon fils. Cette fusion il la vit avec moi, alors même si ça a été difficile pour moi entre guillemets parce que j'ai eu aussi difficile sur le point de vue physique, il y a toujours quelqu'un de collé à moi, et puis difficile sur le point de vue jugement parce que les personnes ne comprennent pas, mais quelque part je pouvais lui donner quand même jusqu'à temps qu'il soit autonome. Là maintenant
Maintenant, voilà, on a beaucoup travaillé là-dessus, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus simple et fluide. C'est aussi pour déculpabiliser les parents, parce que je trouve que des fois on met beaucoup de choses sur les parents et alors que, enfin, les parents, quand on est parent, on fait du mieux qu'on peut. Hein. Donc c'est aussi ça à retenir, c'est que vous faites du mieux que vous pouvez et c'est déjà super. Oui, merci pour Voilà ce ce que rappel. je voulais rajouter un petit peu. Et du coup, sur les enfants qui sont un peu plus grands, est-ce qu'il y a des signes qui sont, j'imagine qu'il y a il y a des signes similaires évidemment, mais il y a aussi des particularités que tu peux retrouver qui apparaissent peut-être à 7-8 ans. Voilà, alors là, je vais aborder les signes, symptômes et particularités plus en lien avec les enfants que je reçois en orthophonie, donc les spécificités dans les troubles des apprentissages ou du langage. Voilà, donc je perçois chez certains patients qui ont des formes de dyslexie très résistantes, c'est-à-dire qui perdurent dans le temps, et même si on a réalisé beaucoup de séances, il y a ces confusions de sons qui restent dans le champ. Et voilà, je ressens que certains sont porteurs du syndrome du jumeau perdu. En fait, les sons proches sur le plan de la phonétique ou les lettres qui se ressemblent sur le plan visuel, ben, ça peut être assez compliqué à différencier si soi-même on ne sait pas qu'on est venu au monde dans ce lien de gémellité. Donc voilà, pour ma part, je pense qu'il y a une partie des enfants dyslexiques qui sont porteurs du syndrome du jumeau perdu. Et, de manière intuitive, voilà, si on les aide, si on identifie ce symptôme et qu'on les aide à bien trouver leur place, ensuite chaque lettre trouve sa place et chaque lettre est bien différenciée aussi. Ensuite, je vais parler de la dysorthographie. Donc voilà, au sujet de la dysorthographie, elle va se traduire par des difficultés au niveau des règles d'accord. La non-intégration des règles du singulier et du pluriel. Comment un enfant peut comprendre l'accord, un ou plusieurs, si il est venu au monde seul et qu'au départ ils étaient deux, on retrouve des signes particuliers en orthographe. Donc, je connais les règles d'accord du singulier et du pluriel, mais je ne parviens pas à les appliquer. Ensuite, je remarque aussi dans les dysorthographies des signes où les lettres sont doublées, les consonnes. Donc, je place deux M, deux L, deux S. Voilà, il y a des lettres qui sont ajoutées comme ça, comme deux lettres jumelles. Et voilà, et c'est pareil que la dyslexie, c'est une dysorthographie qui va résister à un suivi classique en orthophonie. Je remarque aussi des difficultés de compréhension plus fines et aussi des symptômes d'hyperactivité. Parce que comment je peux être bien dans le corps, trouver ma place au niveau corporel et être apaisée quand j'ai senti dans la vie intra-utérine le départ du jumeau. Je pense qu'il y a des formes d'hyperactivité qui sont reliées au syndrome du jumeau perdu. Une forme d'hyperactivité où je bouge dans tous les sens pour bien montrer que je suis en vie et puis pour bien sentir la vie, parce que si je m'arrête de bouger, ça me plonge dans le danger, ouais. Voilà, dans le danger. Voilà, et c'est pareil, c'est des formes d'hyperactivité qui sont où on trouve pas, même si on va investiguer sur le plan psychologique, on trouve pas de source pour apaiser ces enfants-là. Et je dirais syndrome du jumeau perdu, c'est voilà ces enfants un peu qu'on perçoit comme à la fois éveillés mais complètement perdus dans le système scolaire, en décalage, voilà, qui différencient pas les lettres. Ces enfants, on pressent qu'ils ont une forme de potentiel important et ils sont complètement à côté sur le plan scolaire alors qu'ils sont super intelligents et ils n'arrivent pas à entrer dans certains apprentissages. Et j'observe aussi des formes de dyscalculie qui résistent aux séances. Donc, comment un enfant il peut apprendre à compter, par exemple. Je vais donner un exemple très simple. Si je suis jumelle née seule, 1 plus 1,
1 plus 1 dans le ventre maternel égale 1 à la naissance. Donc, ça va être des enfants en difficulté dans la numération pour apprendre à compter. Donc voilà. Et je pense que dans le champ de l'orthophonie, c'est un sujet qui mérite d'être mis en lumière aujourd'hui. Moi, personne m'en a jamais parlé. Et voilà, je pense que si on revient à la source, à l'origine de ce syndrome du jumeau perdu, c'est on remonte à l'origine, à cette vie intra-utérine et identifier ce traumatisme. Je pense qu'après, il y a beaucoup de choses qui se remettent en ordre dans la vie, dans le langage au niveau des lettres, dans les mathématiques, dans la compréhension des nombres. Donc voilà. C'est hyper intéressant. J'aurais tellement voulu savoir tout ça. Ma dyslexie, c'est un prof en fait qui m'a dit, j'étais au niveau du bac, mais tu es dyslexique à 17 ans et en fait c'est pour ça que j'ai toujours eu des difficultés à comprendre, etc. Et c'est vrai que ça a été tout un parcours et là maintenant, c'est vrai que depuis que j'avais pas fait le lien en fait, depuis que j'ai découvert, enfin je le savais que c'était un des signes, mais c'est vrai que depuis que je me rends compte là quand tu le dis, que depuis que j'ai découvert que j'étais jumelle née seule, et ben je confonds plus ouais, parce que comme tu dis, ça s'est replacé donc j'ai plus besoin d'être dyslexique. Ou très peu, ça peut, ouais, très peu. Et oui. Et ça rejoint ce que tu partageais dans l'introduction de cette vidéo. Le challenge dans la guérison d'un jumeau, d'une jumelle née seule, c'est de trouver sa place. Et donc, tout ce qui est apprentissage de la lecture avec les sons, avec les lettres, comment on peut mettre chaque lettre en ordre et les différencier si soi-même on n'a pas trouvé sa place et si on n'est pas différencié du jumeau, c'est au niveau psychique et au niveau des cognitifs, c'est compliqué. Mais là, quand avec tes explications, ça paraît tellement évident et on se dit mais pourquoi tous les professionnels, pourquoi les enseignants ne sont pas formés, enfin voilà. Alors, C'est vraiment dommage, quoi. Alors, au sujet des professionnels de santé, c'est tout simple, c'est parce on commence à partir de la naissance, hein, quand on réalise une anamnèse dans l'orthophonie, dans la psychologie, en médecine aussi. À l'école, on nous apprend une anamnèse à partir de la venue au monde de l'enfant. Et c'est vrai que et après à quel âge apparaissent les premiers mots. Mais ça ne fait pas partie de nos études de nous apprendre les liens entre la vie intra-utérine et les symptômes manifestés. Et voilà, c'est un sujet. Pour moi, c'est beaucoup de joie de parler aussi d'une place professionnelle parce que je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin sur le chemin. Voilà, une fois que ce lien est fait, ça permet de de guérir beaucoup de symptomatiques qui peuvent sinon perdurer toute une vie. Voilà. Eh ben super, merci beaucoup. Donc, à toi de parler, Marion. Voilà, si tu peux nous partager les signes du jumeau rescapé présent chez l'adolescent. Alors je vais parler, je vais faire comme toi tout à l'heure. Je vais aussi parler de moi, l'adolescente que j'étais avant de faire des différences. Donc l'adolescente que j'étais, alors j'étais pas du tout à l'aise, comme vous pouvez le voir là. J'étais une adolescente qui était extrêmement timide, qui était à l'aise par deux. C'est-à-dire que j'étais à l'aise, j'avais ma copine, quand j'avais une copine, j'ai une sœur, quand j'étais avec ma sœur, très à l'aise, quand j'étais avec ma cousine, très à l'aise. Donc j'étais à l'aise dans des duos. Par contre, dès qu'on était en groupe, dès que j'étais à l'école en groupe, là ça devenait toujours compliqué et il y avait toujours quelque chose qui se passait et dès que quelqu'un partait ou que me disait tu n'es plus ma copine, etc. Enfin pour moi dans ma tête c'était un vrai drame parce qu'en fait moi je devais avoir une meilleure amie. Enfin limite je ne comprenais pas l'idée d'avoir une bande d'amis. Enfin je me disais mais à quoi ça sert d'être plusieurs, et j'étais dans cette angoisse en fait dès qu'il y avait plusieurs personnes. Ça me mettait voilà, et ça a été la même chose pour du coup les relations de couple. Ça a été pareil, cette recherche en fait de la fusion, et du coup j'ai eu très tôt en fait des relations avec des partenaires, et c'était pas du tout c'était pas une recherche sexuelle ou une recherche de découverte en fait, c'était vraiment, je l'ai compris que évidemment maintenant, c'était cette recherche d'être en lien, d'être en fusion
fusion et aussi d'être en lien au niveau du corps. Une recherche en fait d'être en lien au niveau du corps, et donc il y avait cette recherche de fusion à tout prix, et c'était aussi mêlé chez moi, et je sais que c'est le cas de certains aussi ados, de l'alcool, c'est-à-dire que très tôt, oui, à 16-17 ans, je buvais de l'alcool parce que ça me faisait inconsciemment reconnecter avec ce monde invisible, et puis inconsciemment pour me sentir plus à l'aise en fait, parce que j'étais tellement pas à l'aise dans qui j'étais que j'avais l'impression, et il y en a d'autres, ça va être dans les signes, donc il y en a d'autres, ça va être les drogues, ça va être le tabac. En fait, c'est comme si on a l'impression qu'on a besoin d'autre chose pour se sentir réellement nous-mêmes, parce qu'on se sent pas soi, et du coup chaque rupture dans le groupe, dans le couple, ça va être un gros chamboulement et un truc de se dire waouh, notre monde s'écroule, quoi. C'est un peu ça. Et qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que tu peux peut-être compléter avec toi justement ton parcours d'adolescente. Toi, quelle adolescente tu étais, Marie, et qu'est-ce qui t'a marqué particulièrement à l'adolescence? Oui, alors merci pour le partage de ton témoignage, Marion, qui va aider beaucoup de gens qui pourront se reconnaître. Alors, de même que pour toi, des amitiés très 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 fusionnelles. Nous étions en duo, les deux meilleurs amis, et donc le moindre grain de sable dans la relation, tout s'écroule. Pour ma part, il y a eu aussi un grand manque de confiance en moi, c'est-à-dire que j'étais en dépendance de la relation avec l'autre, et si l'autre prenait de la distance dans la relation, c'était l'effondrement total. Et donc, je pouvais pas prendre mes repères de confiance à l'intérieur de moi. J'avais mis ces repères à l'extérieur dans les relations. Voilà. Ensuite, ce que tu partages de la consommation d'alcool ou de drogue, alors j'ai pas été concernée par cela, mais je suis partie dans une autre forme de ce que j'appelle la fuite céleste. Donc, un point important en lien avec la gémellité, c'est qu'on va garder cette connexion très forte avec le monde invisible. On a quand même, on se relie plus avec plus de facilité à l'au-delà, hein, puisque ce jumeau qui est reparti, il y a une part de nous, en fait, tant que c'est pas identifié, qui moi, ce que j'ai senti, c'est qu'une part de moi est restée, une partie de mon âme restée là-haut, en lien avec ce jumeau, et une partie de ce jumeau est restée près de moi. Et donc, pour moi, ça s'est traduit par une immense recherche de spiritualité, de reliance au monde invisible, et un grand décalage avec les autres adolescents de mon âge. Donc moi, j'étais plus en recherche des mondes célestes, la connexion avec le monde angélique, et parmi les autres adolescents, oui, très en difficulté dans les groupes, pas trouver ma place, vouloir être comme invisible. Voilà. Et donc, dans un groupe, si d'autres ados prenaient beaucoup de place, moi, je m'effaçais ou je quittais. Ah ouais, ça, c'est très compliqué, ouais. Voilà. Et je pense la période de l'adolescence, ça peut être le passage le plus... C'est le plus compliqué, ouais. Moi, moi, ça a été ce que j'ai pas dit aussi, là, ce qui me vient, c'est aussi de la dépression, hein. Je suis pas rentrée dans le détail, mais je pense que c'est important de le nommer, parce qu'il y a des personnes qui peuvent se reconnaître. Et moi, j'ai été dépressive, hein. Enfin, faut poser les mots. Quand je dis dépressive, c'est vraiment sur cette fin d'adolescence, c'est-à-dire à vouloir rester dans mon lit, pleurer, être mal, ne plus vouloir rien faire, ne plus vouloir, enfin, être vraiment dans cet état de tristesse absolue, de manque absolu, de vide absolu, de cette envie inconsciente de repartir, quoi. Oui, c'est les symptômes dépressifs, la dépression sont très présents. Il y a une forme de nostalgie qu'on peut ressentir. Moi, c'était comme la nostalgie de ce paradis perdu. Et c'est une forme de nostalgie des formes dépressives qu'on n'arrive pas à trouver l'origine.
en fait. Si on va consulter chez un psychologue, on n'a pas de réponse, d'explication. Donc ça, c'est un point très important. Les symptômes dépressifs qui persistent sans qu'il y ait eu une explication, un gros choc traumatique, ben voilà, bien se poser la question parce que c'est, je crois que dans ce syndrome, on garde tant qu'on n'a pas identifié ces formes de dépressivité. Oui, on est tous à peu près concernés. Ouais. Et donc pour faire la transition, parce que de toute façon ça se regroupe un peu, hein, l'adolescence et l'adulte, et donc moi le passage que tu décrivais sur cette quête de la spiritualité qui je trouve très beau, mais qui peut en effet être une fuite, moi ça a été à l'âge adulte où je suis tombée dedans, où du coup je me suis entre guillemets j'ai remplacé ce qui est pas mieux, enfin ce qui est pas mieux, si c'était mieux, mais j'ai remplacé la quête de relations, la quête d'alcool, la quête de tout ça, de sortir à outrance, où voilà, ça c'était mon adolescence et mon début de l'âge adulte. Et puis, à l'âge adulte, j'ai été plutôt dans cette quête de chemin intérieur, mais qui était aussi, au tout début, une fuite, de cette fuite, d'être tout le temps en haut, de cette fuite, de trouver justement cette connexion avec l'invisible que, voilà, moi j'étais dans une famille qui était complètement en dehors de tout ça. Et du coup, une fois que j'ai connecté moi-même à tout ça, ça a été comme, ça a comblé une partie de mon vide, et en fait c'était une fuite parce que du coup j'étais plus en lien avec le reste, quoi. J'étais plus en lien avec le reste et je me mettais, enfin ça devenait comme une drogue dans le sens où fallait que je le fasse tous les jours et que c'était vraiment des fois pour fuir quelque chose. Et, euh, et parfois dans les signes aussi de dépression, ce que j'avais c'était à un moment donné quand quelqu'un me disait quelque chose qui me plaisait pas, enfin qui venait me heurter profondément, je me retrouvais au stade du fœtus. C'est-à-dire que j'étais sur mon lit, je ne pouvais ni manger, ni parler, ni bouger, et j'étais comme ça contre un coussin. Donc c'était vraiment des signaux énormes, mais à l'époque je voyais rien du tout. Et je dors justement aussi en position, je dors en position fœtus avec un coussin. Parce que j'ai besoin de ce contact en fusion pour dormir, et le contact pour moi est hyper important comme je l'ai déjà dit, donc je suis aussi très en lien avec tout ce qui est massage, tout ce qui est corporel, tout ce qui est eau aussi, puisque l'eau, ça rappelle les émotions, mais ça rappelle aussi et surtout le liquide amniotique. Donc, je fais de la plongée. J'ai rencontré d'ailleurs mon mari en faisant de la plongée. J'ai toujours aimé la natation, alors que je déteste par ailleurs les autres sports parce que justement, je suis pas à l'aise dans mon corps. Bon, maintenant, c'est en train de changer, mais j'étais pas à ma place, j'étais pas à l'aise dans mon corps, et donc j'avais des difficultés dans tous les autres sports, sauf dans l'eau, où là, je retrouvais en fait cette facilité à bouger le corps, et puis c'est là où tout a commencé en fait. Là où tout a commencé, et c'est pour ça que l'eau était très importante pour moi. Mais par contre, ce que je voudrais souligner, c'est que ça peut être aussi tout à fait l'effet inverse. J'ai déjà vu aussi des personnes qui, au contraire, ont une grosse phobie de l'eau parce que justement, ça rappelle des mauvais souvenirs. Donc, ça peut être aussi dans tous les signes qu'on vous dit. De toute façon, en général, ça peut être d'un extrême ou d'un autre, quoi. On peut adorer les massages, les contacts, comme moi, adorer la fusion, ou au contraire détester ça parce que ça nous rappelle en fait cet état-là. Donc vraiment les signaux, c'est à prendre dans toujours pareil dans les deux sens, de ce jumeau en fait. Je dirais que ouais, il y a vraiment beaucoup de signes, et ce manque de confiance, vraiment, on en a déjà parlé, ce manque d'identité, des fois de plus savoir qui on est, et de se chercher, de tester des choses. Est-ce que je suis comme ça, d'aller écouter ce que les autres disent pour se dire, alors est-ce que moi par exemple les autres disaient que petite, en tout cas dans ma famille, que j'avais mauvais caractère. Alors après je me suis un peu identifiée à ça. Après on me disait dans les relations que j'étais timide, alors je me suis un peu et puis après je me disais mais non en fait je suis ça c'est les autres qui me renvoient ça, et donc se chercher de qui on est vraiment, quoi, pour un peu faire le tri et dire ah non finalement ça c'est des choses qui ne m'appartiennent pas, ou des choses pour compenser, quoi. Et puis dans les relations de couple avec mon mari maintenant ça va mieux, mais ça a été longtemps compliqué. Cette dépendance affective dont tu parlais, moi j'en ai vraiment, j'étais dedans, et donc dès qu'il partait en déplacement, c'était le drame absolu. J'avais l'impression qu'il m'abandonnait. Mais pourquoi tu t'en vas? Et lui forcément ne comprenait pas ça, même si lui-même a aussi mais lui, sa situation est différente. Donc lui, ils étaient 4 et ils sont 3 à être nés. Donc c'est encore un autre niveau.
Voilà Marion, merci pour ton partage. Et pour toi, comment s'est déroulée la maternité? Eh ben oui, merci de la question parce que je me rends compte que du coup c'est tout un pan que j'avais oublié et qui est pour moi essentiel, qui est pour moi même capital. Et j'ai envie de dire ça a été énorme dans le sens où la maternité, elle a commencé déjà par un premier arrêt de grossesse adolescente, sachant que j'ai toujours su, je lisais des livres sur le sujet, que un jour je tomberais enceinte adolescente. Donc je l'ai toujours su et pourtant j'étais au courant en fait de toute cette contraceptive, de tous ces trucs, mais inconsciemment j'avais ce recherche d'accueillir la vie en moi pour avoir en fait ce petit être et être en fusion. La maternité ça a toujours été une grande passion. Et puis quand c'est arrivé à 16 ans, je me suis rendu compte que j'étais pas prête, hein, enfin que j'étais pas prête à devenir maman, à accueillir et ça aurait été beaucoup plus trop difficile pour moi d'accueillir cet enfant-là. Et du coup ça a été un vrai parcours du combattant. J'ai été toute seule, que ce soit le compagnon ne m'a pas accompagnée ni mes parents, et j'ai gardé en fait cette culpabilité qui est aussi beaucoup là en fait chez les jumeaux qui sont nés seuls. Et là, ça a été pour moi décuplé en fait jusqu'à temps justement que je prenne confiance et que je puisse communiquer avec les âmes de l'autre côté pour comprendre aussi le chemin. Donc c'est vrai que cette quête de la maternité, j'ai toujours su que je voulais être maman. Après, plus tard, du coup, quand j'ai rencontré mon mari et puis quand on a voulu avoir des enfants, j'avais ce désir d'enfant qui était là et l'enfant n'arrivait pas. Et du coup, pour moi, c'était une grande souffrance d'être dans cette attente. Et c'est là où je me suis ouvert justement à cette spiritualité, à les connecter avec ce que c'était l'invisible, à faire des demandes, des prières. Mon enfant et donc quand j'étais enceinte, c'était je m'étais jamais sentie aussi bien, quoi. C'était vraiment ce truc de je suis pleine, je suis complète, comme si là tout ce qui m'avait toujours manqué était là avec moi. Même si j'avais eu, comme je l'ai précisé tout à l'heure, cette petite intuition qui s'était passé quelque chose au tout début de grossesse, mais finalement c'est très vite parti. Et par contre, quand j'ai accouché, là j'ai senti un grand vide, alors que mon bébé était là. Parce que du coup, mon bébé était là, mais il était sorti de moi, même si on est toujours en lien, les enfants sont toujours en lien dans le corps énergétique avec leur maman, surtout les 7 premières années, mais même au-delà, mais j'avais quand même, physiquement, il y avait quand même quelque chose qui était sorti de moi, et du coup, il y avait quelque chose qui me manquait. Parce que le fait d'être jumelle née seule, je l'ai vraiment découvert qu'après la naissance de mon deuxième. J'ai fait aussi une fausse couche entre mes deux enfants, où là, ça a été plus facile parce que du coup, j'étais déjà doula et donc j'étais sensibilisée, pas au syndrome du jumeau, parce que c'est vraiment plus tard que j'ai refait une autre formation spécifique psychologie prénatale, où là, j'ai pu aller creuser sur ce sujet qui m'intéressait. Et du coup, ce que je peux retrouver chez les patientes, les clientes que j'accompagne, c'est vraiment cette double casquette, c'est-à-dire soit comme moi, cette passion absolue par la maternité, quitte à prendre des risques inconscients et peut-être à avoir des grossesses trop jeunes, ou alors à l'inverse, des femmes qui redoutent la maternité. Certaines ont quand même sont quand même dans ce parcours de devenir maman, et du coup, certaines vivent des parcours de PMA compliqués ou ne comprennent pas pourquoi du coup l'enfant ne vient pas, parce qu'en fait il y a cette peur vraiment très forte de devenir maman, cette peur qui vraiment est très 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 présente. Et ça, je crois que le sujet de la maternité, c'est vrai que c'est important de l'aborder. Donc merci beaucoup pour cette précision. Et du coup, chez toi, la maternité, qu'est-ce que... Alors, dans cette vie-là, je ne suis pas maman, je suis jumelle née seule et je suis restée toute seule. Et un signe que je vais donner, c'est que dans l'imaginaire, quand j'étais toute petite, j'imaginais que quand je serai adulte, je donnerai la vie à des jumeaux. Donc c'était comme un rêve que j'avais. Et puis ensuite, quand je suis devenue adulte, j'ai connu une grande histoire d'amour avec une vie de couple tout à fait classique et stable et en harmonie.
Et en fait, la maternité, je suis donc une femme très 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 maternelle, mais pour moi, mon corps, il y avait un blocage à accueillir la vie. Et je sais aujourd'hui en partie que ça vient de ce syndrome du jumeau perdu qui à l'époque n'était pas reconnu, parce qu'en fait, dans les mémoires corporelles, ben, euh, l'utérus est aussi le lieu de donner la vie, mais aussi le lieu de la perte embryonnaire. Et donc voilà, dans cette vie-là, je n'ai pas donné la vie. Et c'est dès que j'ai su être une jumelle née seule, c'est cette douleur qui est remontée de recevoir enfin l'explication. Ben oui, en effet, j'ai peur de la maternité parce que quelque part, je sais que la vie peut arriver, mais il peut y avoir un départ au ciel aussi, et ça, c'est encore très douloureux pour moi parce que c'est tout récent. Voilà. Et ensuite, je suis en train d'investiguer aussi les liens avec ce syndrome du jumeau perdu chez les femmes et puis des troubles gynécologiques un peu persistants, résistants, où on ne trouve pas en fait l'origine. Voilà. Euh, Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis sur les parce que moi-même, en fait, j'avais des règles, pour rebondir sur ce que tu dis, j'avais des règles irrégulières, des règles abondantes, et puis comme je l'ai dit, je suis pas tombée enceinte régulièrement. Et maintenant que maintenant mes règles sont hyper régulières, elles ne sont plus abondantes, elles sont normales en fait. Et donc là, je redécouvre ce que c'est d'avoir un cycle normal, ce que je n'avais jamais connu auparavant, quand j'avais voilà. pas connaissance. Mais c'est sûr que quand on guérit du syndrome du jumeau perdu, bah oui, les cycles féminins se régularisent aussi. Et ce que je peux voir en ayant parlé avec d'autres femmes de ce sujet, c'est aussi parfois manifesté par le désir de donner la vie, toutes les conditions qui sont là, les conditions d'amour du couple, les conditions d'accueil physique, et l'enfant n'arrive pas. Donc voilà, c'est peut-être aussi un indice. Est-ce que toi, du coup, j'imagine que tu as des signes qui sont, puisqu'on a tous aussi des signes différents et complémentaires. Donc toi, Oui. si tu retraces un peu ton parcours, quels sont les signes qu'on n'aurait pas encore cités peut-être? Alors la liste est longue chez l'adulte, donc je vais partager à partir de mon propre exemple. Moi, le plus grand symptôme qui a été très difficile pour moi, c'est le syndrome du sauveur, où bon, c'était présent depuis que je suis toute petite, mais ça s'est décuplé à l'âge adulte, où la vie des autres passe avant ma propre vie. Et même si je connais très bien la psychologie du syndrome du sauveur, je ne parvenais pas à m'extraire de cela. Et l'image, c'est comme si je suis sur le bateau de la vie, et puis si je vois quelqu'un en train de se noyer, je prends le risque et j'y vais, je plonge et je me mets en danger. Donc ça m'a beaucoup impactée. Voilà, donc la présence du syndrome du sauveur. Ensuite, pour ma part, ça s'est traduit par une difficulté, voire une incapacité à réaliser les deuils de manière inexpliquée. Quand il y a un deuil, partie de moi n'accepte pas le départ dans l'au-delà. Donc chaque deuil, en fait, j'essayais de retrouver la connexion avec l'être qui repart dans l'au-delà. Donc c'est toujours être entre deux, entre le ciel et la terre. Après, un symptôme qui s'est traduit, que je trouve assez drôle, qui aurait pu me mettre sur la voie, c'est le fait de très souvent, quand j'ai un coup de cœur pour un bel objet, un joli tableau, une bougie, c'est le fait d'acheter en double. Donc je me retrouve chez moi entourée de doubles partout. Et c'est une forme ça s'est même traduit sous la forme de compulsion. Parfois, j'achète, par exemple, une jolie tasse, et après, il faut que je retourne acheter une deuxième. Et ça, c'est quand même un signe qui me fait rire parce que c'est très visible dans la matière, voilà. Ou sur les vêtements, c'est toujours acheter en double et puis deux couleurs différenciées. Voilà. Donc, Ça me fait rire parce que moi aussi, j'ai quand même pas mal de robes et à chaque fois, mon mari me dit, mais tu l'as déjà celle-là? Oui, mais là, c'est pas la même couleur. voilà. Donc le double apparaît très souvent. Après, au niveau des relations.
Alors, moi, ça s'est traduit dans chercher cette gémellité dans toutes mes relations. Donc, dans des relations amicales trop fusionnelles, où à un moment donné, je sens qu'on entre en fusion et où j'arrive pas à... on rentre à deux comme dans une bulle de lumière. Et après, c'est très difficile pour moi de défusionner. Et, et voilà. Et avec les hommes, comme ce jumeau que j'ai enfin reconnu et s'appelle Vincent. Pour ma part, j'ai cherché Vincent dans toutes mes relations avec les hommes. Donc, les relations amoureuses étaient pas simples pour moi, puisque en fait, je cherchais ce jumeau, cet amour absolu, à revivre cette mémoire. Et donc, quelque part, l'amour terrestre, c'était pas... c'est jamais assez, quoi. C'est jamais assez. Il y a quelque chose, il y a toujours quelque chose qui nous dit, mais cette idéalisation du prince charmant, ou dans l'idéalisation, et ça, voilà, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça me donne une explication. Après, je rejoins sur déjà l'adolescence, j'étais dans la recherche de reliance au ciel, à la spiritualité, au monde divin, au monde angélique. Et à l'âge adulte, ça s'est bien intensifié. Donc c'est une façon d'être au monde où je suis bien dans ma bulle de lumière, à méditer, voilà, être bien centrée dans ma bulle et être à trouver refuge en fait dans le monde céleste. Et en fait, dans les relations sur Terre, c'est compliqué, voilà, j'acceptais pas en fait avant de savoir l'incarnation à 100%. C'est-à-dire qu'une partie de moi voulait retourner là-haut et je me disais j'ai qu'une hâte, c'est repartir dans l'au-delà, rejoindre les mondes angéliques. C'est comme si c'est assez facile pour moi de passer du monde céleste au monde terrestre. C'est une facilité que j'ai à connecter avec l'au-delà et je me rends compte aujourd'hui que c'est quand même un peu spécifique. Alors, dans les relations amoureuses, je vais aborder un autre sujet. Il y a de nombreuses années, j'ai vécu une relation amoureuse où je me sentais comme... je ressentais une connexion de gémellité. Et donc, j'ai visualisé, reçu l'information d'âme jumelle. Et pour moi, ça a expliqué tout dans ma vie. Et donc, en fait, je suis partie, le sujet des âmes jumelles, des flammes jumelles a résonné fort pour moi parce que ça me donnait une explication. Et en fait, j'ai quand même été en fuite des années sur ce sujet des flammes jumelles. Et voilà, là, je donne une petite alerte parce que dans le monde de la spiritualité, je ressens que beaucoup de gens qui s'intéressent au sujet des flammes jumelles se reconnaissent en partie dans les partages et les témoignages. Et pour cause, oui, le thème du jumeau est bien présent. Donc voilà. Je suis complètement d'accord avec toi et je trouve que justement, on parle beaucoup des flammes jumelles plus que du syndrome du jumeau perdu qui pour moi est quand même le principal. Je suis vraiment d'accord que flamme jumelle, c'est un peu. Je dis pas que ça. Oui, c'est devenu un peu un mais c'est devenu un peu un effet de mode et parfois une fuite, quoi. Ce truc est une explication. Et moi, j'ai été dans la fuite des flammes jumelles et donc persuadée que cet homme avec qui j'étais en relation était une flamme jumelle. Le jour où la communication s'est arrêtée, ma vie s'est arrêtée. Ça a été un gros, un immense choc pour moi. Je pense que ça m'a fait revivre en fait cette mémoire intra-utérine de séparation, mais j'en avais pas la conscience à l'époque. Et c'était, voilà, ça a été très. Non, mais c'est sûr que les ruptures amoureuses. Enfin, moi, je me souviens, les ruptures amoureuses, c'est vraiment, je pensais au suicide. Enfin, c'était vraiment des vraies pensées suicidaires, quoi. Ouais. C'est vraiment douloureux à ce point-là, quoi. Moi, c'était douloureux dans le sens que tout au long de ma vie, je me sentais être comme une moitié. Donc là, je ressentais comme fusionner la réunion, la sphère de lumière. Et donc, dès que la communication s'arrêtait, c'était
Voilà, l'effondrement. Euh, Ensuite, bon, bien sûr, une partie de soi qui refuse de vivre l'incarnation, ça rejoint tout ce que je viens de dire aussi. Un autre point important, pour ma part, ça s'est traduit par beaucoup de démarches thérapeutiques qui n'ont pas abouti. Donc, je dirais de la résistance aux psychothérapies classiques, parce qu'au final, on va jamais à l'endroit où on est censé aller, et les symptômes que l'on garde ne sont jamais expliqués. Et c'est aussi pour ça que je suis dans l'élan de partager sur ce sujet, parce que rester des années en psychothérapie et parler de son incapacité à faire le deuil, des difficultés relationnelles, des difficultés de séparation, ce serait bien qu'aujourd'hui ce soit identifié, ce syndrome-là soit connu et reconnu, voilà, parmi les professionnels de santé. Après, chez l'adulte, je pense qu'on est assez nombreux à choisir le métier de thérapeute, puisque on est en lien, voilà, aider autrui. Donc, je pense que le métier thérapeute, avec, je pense au départ dans nos pratiques, on va assez vite dans le syndrome du sauveur dans notre vie personnelle, mais aussi avec les patients. Moi, ça a dû me demander un immense chemin de bien poser mon cadre et de pas aller à ces endroits-là. Voilà. Et ensuite, je dirais, je vais finir sur ce point-là. Pour ma part, mon ressenti, c'est d'avoir un peu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, toutes les cartes en main pour réussir dans la vie, une immense lumière à transmettre et ne pas arriver à diffuser, à rayonner sa lumière dans la matière. C'est alors pour ma part, j'ai eu un diagnostic enfant de haut potentiel. C'est ne pas arriver à employer ce haut potentiel de lumière dans la matière. C'est préférer rester dans les mondes invisibles et ne pas arriver à se déployer dans l'incarnation. Voilà. Et pour moi, de le savoir, ça change tout parce que je me suis sentie revenir à 100% dans la densité, dans le corps physique et dans cette envie de jouer le grand jeu de la vie, d'être là, je suis là dans la vie incarnée et j'ai envie d'y aller, d'être ici à 100% et pas à 50% ici et l'autre partie dans le ciel. Donc voilà. Ouais, et ça me donne envie de rebondir justement parce que on a beaucoup parlé des symptômes et des signes un peu pas négatifs mais disons compliqués et là t'en as donné aussi des signes positifs parce que de dire il y a aussi des signes positifs donc cette connexion avec l'invisible et aussi ce côté alors oui on peut tomber dans le côté sauveur mais il y a aussi ce côté on arrive facilement à comprendre en fait les besoins et les émotions des autres. On a ce truc de on n'a pas besoin que les autres nous parlent longtemps. Rien qu'on le ressent, on se met facilement justement à la place de l'un de l'autre. On a cette capacité empathique, dans l'hyper empathique, donc qui peut être aussi, qui peut être dans le syndrome du sauveur, mais ça peut être aussi une belle qualité parce que du coup, et ça peut aussi donner du coup des thérapeutes qui ont cette sensibilité. Donc il y a aussi ce que je voulais dire, donc la connexion avec l'invisible, la sensibilité, l'empathie et l'énergie. Moi, dans les soins énergétiques ou même dans les différentes pratiques, on m'a souvent dit waouh, t'as une énergie, on a l'impression que t'es plusieurs. Et en fait, on m'a dit ça avant que, et bah oui, en fait, je déploie une énergie qui peut être phénoménale parce que j'ai cette faculté. On a cette faculté qui est multiple, et donc on est souvent comme tu le disais, au potentiel ou multipotentiel, dans le sens où on n'est pas forcément dans la case du surdoué, parce qu'on peut être à la fois, par exemple, moi c'est mon cas, dyslexique et à la fois au potentiel, en fait, sur d'autres très hétérogènes. Ouais, voilà. Et du coup, on n'arrive pas toujours à identifier ce potentiel, en fait, parce que c'est tellement différent. On rentre pas dans la case et que du coup, et le potentiel, comme durant toutes ces années où on se cache, où on s'auto-sabote, où on se culpabilise, du coup, il est là sans être là, il est là par petites touches. Et le jour
et ça va bien faire la transition. Du coup, j'ai envie de te demander, Marie, maintenant que tu sais que tu es jumelle née seule, qu'est-ce que du coup ça a pu changer et transformer dans ta vie? Oui, merci Marion pour cette belle question. Alors cette découverte, c'est très récent dans le temps pour moi. Donc en premier, en fait, je me suis, j'ai j'ai dit un grand oui à la vie et à accepter d'être ici, accepter le grand jeu de la vie et de l'incarnation aussi. Je me suis sentie revenir dans la densité du corps physique. Voilà. Et ce que ça a changé, c'est me sentir vivre à 100% et plus à moitié, parce que je me sentais vivre comme une moitié. Enfin, c'était assez particulier. Et ce que ça change pour moi aujourd'hui, cela se joue dans les dynamiques relationnelles. Voilà, j'ai arrêté de chercher cette gémellité dans toutes mes relations. Donc ce que je vis aujourd'hui, c'est une grande transformation, surtout dans les relations avec les hommes, où voilà, je me sens beaucoup plus à ma juste place et apaisée. Il y a plus cette reviviscence, réactivation de la recherche du jumeau qui était dans l'inconscience. Et ce que ça change pour moi, c'est l'envie de. J'ai comme eu la sensation de réaliser le grand saut dans la vie, de comme revivre une nouvelle naissance, dans le sens de oui, j'ai envie d'être là et de jouer oui, toutes les couleurs de la vie, de me déployer, de bien trouver ma place sur cette terre de lumière. Et aussi, quand on a parlé des symptômes et des signes chez l'adulte, c'est que avant, ces symptômes et signes, ils étaient plutôt négatifs. Et aujourd'hui, en fait, je suis tout juste en train de comprendre à quel point c'est un immense atout, ce qu'on a développé de cette connexion avec les mondes célestes angéliques, et comment toute cette connexion, cette reliance, on peut l'employer dans la vie ici. Voilà. De même pour la reliance du cœur et l'hyper-empathie. Avant, c'était source de souffrance pour moi parce que cette hyper-empathie, je parvenais pas à bien la gérer. Et voilà, aujourd'hui, c'est joie de rayonner dans le cœur et de comprendre ses particularités, ses singularités et voilà, joie de rayonner, de s'affirmer et d'affirmer sa plus haute lumière dans sa propre identité. En fait, pour moi, j'ai repris ma place à 100% dans l'identité. Et puis Vincent, je lui ai rendu hommage. Il est bien à sa place dans le ciel. Et c'est enfin parvenir à incarner sa lumière dans la matière. Voilà. Pour moi, c'est comme ça que ça se traduit aujourd'hui. Donc c'est beaucoup de joie et donc envie de partager sur ce sujet pour que les autres qui sont porteurs de ces mémoires de gémellité puissent aussi continuer sur ce chemin de guérison, d'évolution de conscience et puis rayonner et accepter le grand jeu de la vie ici. Voilà. Merci beaucoup. Je me reconnais dans certains de tes partages. Et ouais. Donc Marion, je te renvoie la question. Qu'est-ce que cela a changé pour toi de découvrir d'être une jumelle née seule? Qu'est-ce que cela a changé dans ta vie aujourd'hui? Et j'ai envie de commencer parce que c'est au moment où je l'ai découvert, j'étais vraiment jeune maman, j'étais maman de deux garçons et j'avais énormément de culpabilité maternelle parce que du coup, comme je le disais, pour moi la maternité c'était mon rêve absolu et je me trouvais être une mauvaise mère entre guillemets parce que je me disais c'est pas normal, mes bébés ils pleurent beaucoup alors que j'essaye de tout leur donner,
On me reproche sans arrêt que qu'ils sont en fusion, que j'arrive pas à m'en séparer. Et du coup, j'étais beaucoup dans cette culpabilité maternelle que peuvent être de beaucoup de mamans, mais moi, c'était très présent chez moi. Et donc là, de savoir tout ça et de reconnaître ça chez moi, chez eux, de pouvoir libérer, de pouvoir aussi me servir de mes dons, justement, d'accepter, parce que ça a changé aussi, donc au-delà de la libération de cette culpabilité maternelle, c'est aussi l'acceptation pleinement de ma médiumnité, en fait. Parce qu'avant, j'entendais certains messages, mais je ne posais pas le mot médium. Euh, et là, d'ailleurs, c'est récent même que je le pose, ça a pris tout un temps. Et vraiment, là, aujourd'hui, je sais, et que c'est un cadeau d'avoir cette connexion avec le monde invisible, de pouvoir entendre les messages, donc moi, de mon frère Hugo, des enfants, Héloïse, de Jules, parce qu'en plus les prénoms, voilà, je les ai tous eus, voilà, j'ai pu communiquer avec eux, et du coup ça a été un grand, comme tu dis, ça m'a aussi reconnecté à une part de joie, cette jumalité qui avait toujours été compliquée quand elle était non vue. Bah aujourd'hui c'est vraiment une source de joie, et d'être surtout sortie de cette dépendance affective. Voilà, quand mon mari part, bon, il peut y avoir des problématiques logistiques, mais il y a plus ce lien affectif, je ne le remets plus en cause parce qu'il part. Et pareil pour mes enfants, je suis du coup leur meilleur exemple aussi, puisque de leur dire, bah ok, il y a la séparation, mais vous allez apprendre à gérer. Et là, de voir aussi, au-delà de ma transformation, la transformation chez mon fils de 5 ans, de voir que pour lui aussi, il est plus à l'aise, que là, il a plusieurs copains, que tout est plus à l'aise aussi dans son corps, parce que comme tu disais, il y a ce côté accepter la densité. Et moi, j'ai toujours eu des difficultés au sport. Les profs me disaient, mais elle est nulle celle-là, parce qu'en fait, j'étais pas pleinement incarnée, en fait. Il y avait une partie de mon âme qui flottait, qui était vraiment pas vraiment là. Et alors que ça a été ma première reconnexion aux soins énergétiques, alors que moi-même j'étais complètement dissociée. Et du coup, de comprendre ça, en fait, qu'il y a cette réappropriation, cette réintégration, ça a changé beaucoup de choses aussi, cet élan. Aujourd'hui, voilà, là, on peut le voir en vidéo. C'est vrai que maintenant, je suis très à l'aise dans la communication, alors que j'étais une timide maladive, que je pouvais angoisser à l'idée de rencontrer des nouvelles personnes, en fait. Ça m'angoissait, et je me disais, mais presque j'allais préparer les questions à l'avance ou les scénarios à l'avance. Qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire? Enfin, qu'est-ce qui va pouvoir se passer? Et si je suis rejetée? Cette peur, en fait, d'être rejetée dès le début, d'être rejetée, d'être abandonnée et d'être pas reconnue. D'être pas reconnue, et donc, du coup, de vouloir toujours en faire trop aussi. Ou, ouais, de tout de suite se dire, elle m'a pas rappelé. Ah, c'est qu'il doit y avoir un truc qui va pas. Ça m'a détaché vraiment de toutes ces peurs, ces craintes. Alors bien sûr, je peux en avoir, on a toujours des peurs et des craintes, mais elles sont beaucoup moins là, et c'est plus sur des trucs tangibles entre guillemets, que sur des schémas, en fait. Et finalement, je m'aperçois qu'en quelques années, parce que moi ça va faire du coup ça va faire 3 ans cet automne là que j'ai découvert, bah du coup le changement est grand en 3 ans. Il y a eu vraiment beaucoup de choses qui ont énormément évolué, et donc c'est aussi un message d'espoir, cette vidéo, pour vous montrer aussi que voilà, on peut tout à fait trouver sa place et se sentir bien, se sentir à l'aise, en confiance, même si pendant des années ça n'a pas été le cas. Merci Marion pour ce long partage et témoignage. Et oui, ce que j'ai envie de rajouter, c'est qu'une fois que c'est identifié, qu'on le sait, que chacun a bien retrouvé sa place, c'est beaucoup de joie de vivre qui revient en premier. C'est comme ça que c'est arrivé pour moi. Et puis tout ce chemin de guérison, d'introspection qu'on a réalisé en amont, en fait, on peut à présent bien comprendre de l'intérieur tout ce qu'on a traversé, transmuté, pour ensuite mettre ses spécificités, ses particularités aussi dans l'aide thérapeutique qu'on peut apporter aux patients. Je rajoute sur le point de la médiumnité, moi c'est quelque chose que j'ai caché toute ma vie, que je n'assumais pas jusqu'à aujourd'hui.
Et voilà, en fait, aujourd'hui, je, je vois à quel point c'est un atout, cette reliance au ciel, et comment c'est précieux ce qu'on peut transmettre dans ce qu'on reçoit des messages et dans ce qu'on ressent dans le cœur. Et je nous vois, ceux qui ont ce syndrome du jumeau perdu, enfin reconnu comme avoir de plus grandes capacités, d'être comme un pont arc-en-ciel entre le ciel et la terre, et, et voilà. Ouais, D'être, c'est très beau. c'est Donc nous espérons, si voilà, si vous vous êtes reconnus en partie dans cette vidéo, que ça pourra vous aider à cheminer sur le sujet. Voilà, toutes les deux avec Marion aujourd'hui, on s'est lancé à vous partager à partir de notre propre expérience personnelle et professionnelle, et nous espérons que s'il y a eu de la résonance, que ça puisse vous aider. Voilà. Et pour finir, Marion, est-ce que tu pourrais nous parler de ta profession aujourd'hui et de comment tu peux accompagner les patients à ce sujet? Mmh. Donc moi, c'est vrai que j'interviens. Donc du coup, maintenant, je me suis renommée. J'ai longtemps été juste doula et maintenant, je suis du coup, j'accède au double titre. Donc doula et médium, c'est-à-dire que j'utilise les deux. Mes capacités médiumniques au service de la maternité, mais de la maternité au sens large. Donc je peux accompagner justement à la fois des futures mamans qui auraient des doutes sur la grossesse, qui auraient une grossesse peut-être un peu compliquée et qui se demanderaient qu'est-ce qui se passe. Parfois, il y a justement ce syndrome qui n'est pas connu. J'ai vu des bébés, par exemple, qui étaient en siège parce qu'en fait, énergétiquement, il y avait toujours la place du bébé qui était là. Donc ça peut donner une explication. Ça peut être aussi pour les femmes qui n'arrivent pas à tomber enceinte. Donc ça peut aussi être un cas où la femme n'arrive pas à tomber enceinte parce que du coup, il y a ce jumeau, ce deuil qu'elle ne sait pas, qu'elle n'a jamais fait et qui est toujours là, qui est toujours présent. Et puis ça peut être aussi pour les bébés du coup qui pleurent beaucoup, les bébés qui sont beaucoup dans cette fusion, ou les mamans qui ont du mal à vivre leur place de maman, ou qui ont vécu aussi des accouchements compliqués, parce que parfois ça peut être aussi ça, la naissance. Moi ça a été mon cas pour mon fils aîné. L'accouchement a été traumatique et justement c'est aussi une des sensations. J'ai dit clairement à mon mari quand j'ai accouché, j'ai cru que j'allais mourir, quoi. Il y avait ce truc de lien entre la vie et la mort, en fait. Et donc d'accompagner vraiment la naissance, les mamans, les bébés, les femmes, et aussi la place dans la famille, parce que je suis aussi tellement passionnée par le sujet que je me suis aussi formée aux constellations familiales, mais aussi j'ai choisi une formation qui ouvre le champ des possibles. Donc c'est constellation familiale, spirituelle et symbolique. C'est-à-dire qu'on ne se cantonne pas juste, il y a plein de formations sur les constellations, et moi j'ai choisi quelque chose où on va aussi dans justement ce côté spirituel pour aussi représenter justement si l'âme n'est pas là, si voilà, parce que ça peut vraiment donner toute son importance et replacer en fait les personnes à leur juste place, euh, retrouver ce pouvoir vraiment. Moi, c'est une phrase que j'aime bien dire: reprenons notre souveraineté et notre pouvoir créateur, en fait. Et c'est vraiment ça, c'est trouver qu'est-ce qu'on a envie de créer, parce qu'on a tous en fait des dons, des capacités, que l'on soit maman, parent, enfant, bébé. À chaque stade d'évolution, on a voilà nos lots, et c'est vrai d'être guidé sur ce parcours, de conscientiser, et puis aussi la partie du coup communication, d'avoir des messages directs à son jumeau. Ça peut donner des explications sur beaucoup de choses. Et puis il y a aussi, comme tu disais Marie, t'en as parlé, ce truc de l'âme peut être en partie entremêlée, ce que j'appelle entremêlée, et du coup venir repositionner le tissu énergétique, faire ce qu'on peut appeler le recouvrement d'âme, c'est-à-dire repositionner chacun, La ouais, guérison. la guérison de chaque âme à sa juste place pour incarner pleinement qui on est, vraiment accepter cette incarnation-là. Et puis parfois, il y a souvent, c'est quand même souvent le cas, quand du coup le jumeau reste en partie dans notre énergie, donc il y a aussi un passage en lumière à faire pour que le jumeau puisse repartir, parce que il y a des fois aussi, et ça dépend de l'énergie du jumeau, mais il y a des jumeaux aussi qui n'ont pas bien compris et qui attendent aussi, et qui peuvent attendre mais quand est-ce que c'est mon tour, ou voire même jusqu'à des cas extrêmes, prendre entre guillemets possession, c'est-à-dire
que les émotions en fait de la personne ne soient plus les émotions de la personne, mais les émotions du jumeau, qui est comme ça des confusions qui se soient créées. Donc c'est vraiment repositionner chacun à sa place, rééquilibrer, trouver l'équilibre, trouver du sens, libérer l'émotion, libérer la culpabilité. Enfin, il y a vraiment tout un panel de choses à faire sur ce sujet. C'est tellement vaste et illimité que je crois tous les thérapeutes pourraient traiter de ce sujet-là sur différents angles, tellement il y aurait d'angles à compléter. Et toi, Marie, du coup, pour accompagner les patients à ce sujet, qu'est-ce que tu proposes? Alors, je continue à accompagner les familles et les patients sur le chemin de l'orthophonie. Et dans ma pratique a évolué, bien sûr, avec cette découverte de la gémellité. Donc à présent, il me devient de plus en plus facile d'identifier ce syndrome du jumeau perdu, et puis d'aider les familles, les mamans, les enfants à cette exploration, cette identification. Et voilà, je continue sur le chemin de voir les liens entre les troubles du langage et des apprentissages et ce syndrome particulier. Et puis, en parallèle, je propose aussi des séances d'exploration et de libération des émotions, voilà, où j'accompagne quelques adultes qui découvrent être jumeaux, jumelles, nés seuls à l'âge adulte. Et donc, dans ces séances, c'est réaliser le lien entre leur vie d'aujourd'hui, leurs symptômes qui sont toujours invalidants, les mettre en lumière pour aller mieux en prenant en compte cette dimension de gémellité. Et dans les premières demandes que j'ai reçues, le profil des êtres qui m'ont sollicité, alors c'est beaucoup de thérapeutes et aussi des gens qui ont déjà fait beaucoup de démarches thérapeutiques qui n'ont pas abouti. Donc pour qui c'est la grande révélation. Et c'est un peu à l'image de mon propre parcours. En fait, les patients qui arrivent ont du commun avec moi, où la grande révélation, elle arrive un peu au bout du chemin, alors qu'on a déjà investigué tous ces symptômes dans les thérapies classiques. Donc voilà pour aujourd'hui. Bah, merci beaucoup Marie d'avoir joué le jeu à cet exercice qui est pas toujours facile quand on n'a pas l'habitude. Merci énormément, j'ai pris énormément de plaisir. J'ai aussi appris, même si je connais, tu vois, on apprend toujours sur le sujet. Il y a aussi des choses qui ont permis de se replacer par rapport à ma propre histoire ou par rapport à mes enfants. Donc merci pour tous tes partages, pour toutes ces histoires. Et surtout, ce qu'on a envie de vous dire avec Marie, c'est que on est là aussi pour recueillir des témoignages, des commentaires. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à nous répondre et à partager aussi cette vidéo dans vos divers groupes, sur vos différents réseaux. Ça aiderait vraiment à faire connaître cela pour pouvoir aider, pour que des personnes ne restent pas coincées comme ça pendant des années, comme ça a pu être notre cas si c'était décelé bien avant, tout de suite en fait. Ça aiderait tellement en fait, à la fois l'enfant et à la fois les parents. Mais il est jamais trop tard, comme vous avez pu le voir. On vous mettra aussi dans les informations les différents liens pour nous contacter, pour nous solliciter, pour voir ce qu'on propose. Et puis, on refera peut-être, si vous avez aussi d'autres questions, peut-être que ça donnera aussi l'objet d'une autre vidéo ultérieure. Ça, on verra, l'avenir nous le dira, la guidance aussi nous le dira. Est-ce que tu as quelque chose, Marie, à rajouter? Je dis un immense merci à tous les êtres qui ont écouté cette vidéo. Et puis, j'espère que nous continuerons à partager sur ce sujet de la gémellité au fil de nos intégrations et avancer. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Marie. Merci à toi, Marion.